ce que je sais en gros, c'est d'évaluer des fonctions un peu pareilles à ce que l'expositeur d'avant a parlé un peu, mais dans des cas un peu plus généraux. Pour cela, je vais donner quelques exemples. D'abord, une variable, comme le cas de la fonction zeta usuelle, zeta Riemann. Et après, en deux variables, le cas général à une variable, c'est l'analogue. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, tous, on connaît la fonction zeta Riemann, c'est définie de cette façon. Dans un premier temps, convergent pour partie réelle plus grand que 1. Après, il y a la fonction zeta Hurwitz, qu'on ajoute un poids à côté que pour θ différent d'un entier. Ça permet, par exemple, d'avoir une convergence un peu plus grande, au-delà de demi-plan partie réelle plus grand que 1. Après, c'est un peu pareil la fonction zeta Lerche. On garde en tête ça parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Et le cas de variable, le cas plus connu, c'est la fonction de Euler-Zagier, la série d'Euler-Zagier. Ça s'exprime de cette façon-là. Et normalement, ça c'est convergent pour partie réelle de S2 plus grand que 1 et S1 plus S2 plus grand que 1 aussi. Bon, on peut choisir par exemple partie réelle de S1, S2 plus grand que 2 et ça va converger, cette série-là. Après, on peut ajouter aussi des poids pour ce qu'on dit rendre un peu tordu la série, pour avoir l'espoir que cette fonction-là converge dans une région plus grande. Dans ce cas, quand on ajoute seulement on voit qu'il y a un facteur qui dépend seulement de M1. On appelle celui-là une série tordue, partiellement tordue. Et pareil, on peut définir une série totalement tordue. Et dans les cas à plus variables, c'est pareil. Après, dans un cadre un peu plus général, c'est si on change au lieu de M1, un polynôme en M1 seulement. Ici, bon. En général, on peut mettre un polynôme qui dépend de tous les paramètres, tous les coordonnées de M, pareil ici, et plusieurs nombres complexes. Et sur certaines conditions, on peut assurer que cette série converge. Par exemple, si tous les polynômes ont des coefficients positifs ou des parties réelles positifs. Pour S1, ST de parties réelles assez grande, on a la convergence de cette série-là. Donc, elle va définir une fonction holomorphe dans une région de l'espace, CT. Et moi, je vais me centrer un peu dans les cas où P1 dépend seulement de M1 et P2 dépend de M1 et M2. Et essayer de déterminer si cette fonction-là il a un prolongement, trouver les pôles et si c'est possible de déterminer la valeur de prolongement en entier non positif. Par exemple, dans le cas variable, on a des valeurs connues de z en moins n en fonction du nombre de Bernoulli. Et pour les cas tordus à une variable aussi, on connaît les valeurs exactes en fonction de la fonction S. Et pour les cas totalement tordus à plusieurs variables, sur certaines conditions, on connaît aussi la valeur exacte. Et ça s'exprime en fonction des coefficients de ce développement. Ici, je me suis trompé, c'est moins N1, moins NT. Donc, en gros, il faut déterminer le développement de ce produit. Et après, on fait un copie-coller, sauf dans ce terme-là, qu'il faut évaluer dans les fonctions zeta de Lerche. Et cette valeur-là, c'est connu, donc on connaît déjà la formule pour ce type de série dans les entiers non positifs. Ça c'est fermé, et les hypothèses que Christenois il assume sont assez générales. Il demande seulement que la partie réelle des polynômes soit positive et des termes dominants.
et que le produit, si on met ici 1, quand xi, n'importe lequel xi va vers l'infini, le produit va vers l'infini. Après, il y a le travail des ouvriers de Matsumoto qui détermine la valeur de ce type de série. Le sauvrier Matsumoto, il était cette fonction-là. Bon, elle est analogue à plusieurs variables, mais toujours dans le cas linéaire. Linéaire en M1, linéaire en M1, M2. S'il y a plus de termes, linéaire en M2, M1, M2, M3. Et il essaie de trouver aussi la valeur dans les sentiers non négatifs. Déterminer un prolongement et après évaluer. Et dans ce cadre-là, il s'obtient un résultat, mais la formule c'est bon, comment on dit, trop compliqué à écrire. Et il involucre beaucoup de paramètres. Et donc ce que j'essayais de faire, c'est de réécrire ce résultat et mettre ici les cas au polynôme pas linéaire, qui dépendent seulement d'M1, mais pas linéaire, qui dépendent d'M1 pas linéaire, M2 pas linéaire. Sans apparaître le terme, par exemple, croisé M1, M2, ce qu'on peut dire des polynômes à variables séparés. Dans ce cas-là, c'est possible d'obtenir une valeur. Donc, c'est cette fonction-là que je vais étudier. En principe, on peut assumer que les coefficients sont tous des parts réelles positives, mais ça va marcher aussi pour des polynômes avec des coefficients de parts réelles, des polynômes avec des coefficients principaux de parts réelles plus grands que 0. Et aussi que ce terme-là, il ne s'annule pas. Donc, comment on obtient le résultat? D'abord, on sait déjà que cette fonction-là, cette série-là, elle converge absolument par un S1, S2 de parts réelles assez grandes, donc on se centre dans ce domaine-là. Et on étudie seulement la série. Celui-là. Est-ce que j'écris? Ici, c'est OK. Donc, le premier travail à faire, c'est de déterminer un comportement de cette série et de regarder comment ça se comporte par rapport à ce terme-là, M1. Et après, si on a la chance de montrer que cette série, avec ce comportement ajouté avec ce terme-là, ça converge dans une région plus grande. Et pour cela, il faut utiliser le développement de la formule de Euler-Maclaurin. Comme ça, on peut représenter ça au milieu d'un intégral et après des dérivées successives de ce terme-là. Et puis faire un développement de type Taylor avec un reste intégral. Et on peut montrer le suivant.
d'abord que cette terme-là, c'est une somme de type. On peut exprimer cette série de cette façon-là, comme une série qui dépend seulement de M1 et qui a un terme intégral qu'après on peut développer en utilisant un changement de variable et après le développement de Taylor avec un reste intégral. Puis un terme d'erreur. Et ce terme d'erreur, on peut bien le contrôler de cette façon-là. Cette majoration, c'est seulement sur un ensemble compact d'une région donnée. Et l'avantage de cette majoration, c'est que ça va me permettre après d'ajouter ce terme-là, que la série qui va apparaître va être convergente dans une région plus grande. Dans une région si grande comme je veux. Par exemple, si je veux exprimer cette série dans un ensemble de type dans un ensemble de ce type-là, il est possible de trouver un R qui fait que tous ces termes-là d'erreur et tous les termes qui apparaissent convergent dans une région plus grande, sauf quelques termes ici qui vont s'exprimer en termes de fonctions connues comme les fonctions gamma. Et ça nous donne la formule suivante. Et on connaît bien cette fonction-là, on connaît les pôles. Et cette fonction-là, c'est les fonctions totalement tordues à une variable. Donc on connaît la valeur dans le sentier négatif, on sait que cette fonction-là a un prolongement holomorphe à tous les plans C. Et pareil ici, on connaît bien cette fonction. Et si on choisit R assez grand, on peut montrer que cette série-là et cette série-là, dans un premier temps, ils sont seulement des fonctions définies dans pour partie réelle de S1 assez grand, S2 assez grand. Mais si on fait un bon choix de R, on peut prolonger ces deux fonctions-là pour un espace de ce type-là, n'importe quel A1, A2 qu'on choisit. Et, bon, la formule ici sont un peu moches et en plus on ne connaît pas la valeur de cette fonction-là quand les coordonnées ne sont pas entières non négatives. Il peut arriver le cas que ça soit une fraction peut-être et on ne connaît pas la valeur. On sait seulement qu'elle est holomorphe. Mais heureusement, dans les cas où le degré c'est 1, ça veut dire dans les cas étudiés par Sabri Matsumoto, la formule il devient plus agréable parce qu'il y a plusieurs termes qui vont disparaître parce que, par exemple, le gamma de 1 c'est connu et ces termes-là ils vont disparaître. Et à la fin, quand on essaie d'évaluer dans son entier non négatif, non positif, on arrive ensemble en termes de cette forme. Et heureusement, on connaît ça, on sait l'évaluer, presque n'importe pour quel polynôme ou pour quelle paire de polynômes. On connaît ça, on peut l'exprimer explicitement.
Ça, c'est un petit calcul. Et tous les termes ici sont déjà calculables. Donc, si on donne un polynôme n'importe lequel, de degré 1 ici, de degré 1 ici, on récupère le résultat du Sabri, de Sabri Matsumoto, mais d'une façon plus simple, plus réduite. Si on regarde après les termes, dans la formule de Matsumoto et Sabri, il faut faire beaucoup d'additions. Par contre, là, c'est plus facile de déterminer ça si on connaît déjà le développement de ce type de termes. Si on connaît le coefficient et les puissants, les exponents, c'est facile à trouver la valeur de Z dans ce type de associé à P1 et à P2. Bon, dans les cas particuliers à polynôme de degré 1, évaluer par exemple en 0, 0, on obtient ces valeurs, on voit clairement que c'est faisable, et ça on connaît, ça on le connaît. Et bon, ça serait tout ce que j'ai pu à dire. Okay. Merci. There are natural boundaries eventually on your extension. Oui, on pense après travailler pour les polynômes de degrés plus grands. C'est faisable, on a trouvé la valeur, mais après on pense que c'est possible aussi d'affaiblir les conditions, pas forcément de parts réelles positives, sinon un peu plus général. Il y a des coupures. Il y a des coupures, il y a des bords naturels, il y a des coupures, par exemple, dans ce cas, apparemment, il y a certains pôles qui apparaissent, mais dans les cas, si on travaille à plus variable, et on fait par exemple, si on travaille à 3, quelque chose qui dépend de M2, M3, et on essaie d'étudier ça. La méthode marche, mais si on essaie d'étudier ça, ça devient plus compliqué. Les valeurs, dans le sentier non négatif, ça va avoir un sens seulement en sens de limite par ligne. Pas un autre.